Il y a 15 ans, une vingtaine, une trentaine d'économistes libanais, syriens, égyptiens, tunisiens, marocains, algériens, et j'en passe, se sont réunis, on dit, faisons un groupe de réflexion sous le thème croissance et justice sociale. Alors, ce cercle de réflexion a organisé des conférences, dont deux étaient avec Georges Corn, le premier vers 2013 à Dauphine, le blocage des transitions démocratiques arabes, et le second sur l'économie de la rente, c'était un peu plus tôt en 2010, c'était dans l'organe du Monde. On fait aussi des études, ça c'est l'exemple de deux études qu'on fait au nom du cercle. Et ça, ce sont des images de la conférence sur l'économie de la rente qui s'est passée à l'Orthéâtre du Monde. Il y avait énormément, vous voyez, Georges expliquer à l'époque à l'auditoire, aussi nombreux que le vôtre. Et il faisait des débats sur l'économie de la rente. Voilà, donc Georges était un auteur prolifique, écrivant sur l'histoire des pays arabes, sur leurs problèmes sociaux, sur la fracture imaginaire pour l'Occident-Orient, mais aussi encourageant des écrits pour la promotion des livres sur les femmes arabes. Ça, c'est moins connu. Il a dédicacé, il nous fait des entrées de plusieurs livres dans ce sens. J'ai échangé longuement avec Georges, qui est un ami, à deux moments de l'histoire, peut-être pas connus de tout le monde. Le premier, c'était en 1990, en Syrie, où il a aidé des autorités syriennes pour relever le défi d'une faillite financière, un défaut de paiement, qui s'est passé en 1986. Personne ne se souvient de ça. Et le second, en 2000, quand il était ministre des Finances, il a élaboré, avec Chef de la Race, avec Sander, un plan de réforme pour éviter la crise financière, déjà présente en 2000, déclenché en 2016, et explosé en octobre 2019. Le plus douloureux, c'est que le chef de Macron et Georges ne se parlaient plus, en fait. Alors qu'ils avaient... Et Georges a payé très cher cette tentative de réforme, avec, ça peut en témoigner, à l'interdiction de consultation pendant plusieurs années. Il faut le signaler, parce que c'est aussi oublié. Pour revenir à ses écrits, et sur le premier sujet, Corn a ciblé dans ses écrits les difficultés de construire des États démocratiques dans le Maghreb. Déjà, la problématique de construire un État solide pour des sociétés multiconfessionnelles, multiethniques, et avec de fortes identités régionales, était un défi. Et il y avait un autre défi, les interventions étrangères qui se jouent depuis les concessions ottomanes, et qui jouent justement sur ces différences, et aussi l'autre défi qui est l'État d'Israël, qui est conceptuellement facteur de déchirement dans toutes les sociétés du Maghreb. On le voit rejoindre. Et face aussi à la compétition et à la projection de la force des puissances régionales émergentes d'Israël, à l'Iran, à la Turquie, au pays du Golfe. Il n'y a pas de démocratie sans État, ça c'était sa conviction. Sans État solide qui en garantit le fonctionnement. Un État qui se place au-dessus des équilibres et des compétitions communautaires. Il n'y a pas de démocratie sans une identité d'égalité totale dans la citoyenneté. Corn n'avait pas un problème d'identité. Il était solidement libanais et solidement arabe. Les deux, il refusait toute identification communautaire, fidèle de bâtisseurs libanais de la Renaissance arabe là-dedans. Corn était profondément aussi séculier. Dans la lecture profane des conflits, il a écrit si les différences ethniques et religieuses cherchent à s'affirmer, c'est bien parce que l'égalité de chances économiques, culturelles et sociales ne fonctionne plus et que le repli identitaire devient l'expression de la protestation politique. Pour lui, la religion est la forme facile du gouvernement arbitraire. Sur l'autre aspect, Georges Corn appelait à rendre le cercle vicieux des rentes, non seulement des rentes pétrolières, comme beaucoup le pensent, mais aussi
aussi des rentes immobilières, genre projet solidaire auquel il s'est opposé au Liban, des rentes financières, avec l'histoire du secret bancaire fait en 1956, au moment de la guerre de Suez, et pas pour récolter l'argent des Syriens et des Égyptiens. Les nationalisations n'étant pas intervenues pour 1961. Des rentes de situation comme le canal de Suez, des rentes de transfert des travailleurs immigrés, des rentes des aides internationales. Mais il disait, où il a écrit, encore faut-il que les dirigeants politiques, les hommes d'affaires, les économistes et les intellectuels qui gravitent autour d'eux soient prêts à le faire. Donc, le problème était interne, pas seulement à cause des acteurs étrangers. Voilà, donc, laissez-moi faire en dernier lieu une interprétation personnelle de sa pensée concernant les événements actuels. Le génocide perpétré à Gaza n'est pas accompli entre juifs et musulmans. L'agression israélienne contre le Liban et la connivence des pays du Golfe dans cette agression ne résultent pas réellement d'une alliance juive sunnite contre les chiites. Je dis franchement. Nous sommes dans un épisode de projection de force des puissances régionales riches contre les États fragiles, de la Libye au Soudan, au Yémen, à la Syrie, au Liban, à l'Irak et aux Palestiniens. Ces puissances régionales collaborent ou sont en compétition pour refaçonner le monde arabe, comme au temps de Sykes-Picot, de la déclaration d'Alfort. La construction de l'Union européenne a grandement contribué à cette fragilisation et a appuyé telle puissance régionale de telle autre. Les élites des États fragiles ont une responsabilité énorme dans ça. Bon, hors de cette chose sérieuse, cependant, ce sont ces mêmes pays fragiles qui retiennent la mémoire de cette immense histoire humaine. Lire et relire encore et redécouvrir sa propre histoire moderne et ancienne pour démanteler une propagande, quelle qu'elle soit, est un acte essentiel aujourd'hui de résistance et de résilience. Laissez-moi vous montrer deux clins d'œil. Un premier clin d'œil qui est la première Cléopâtre. Cléopâtre, la fierté de son pater. La première Cléopâtre était la fille de l'empereur Séleucide, qui s'est mariée avec le pharaon Ptolémée d'Égypte. Symbole de l'union entre la Syrie, elle était d'ailleurs appelée Cléopâtre Syra, ou Dea, déesse, et le mariage se fait où? Il s'est fait à la fin, d'une grande symbolique. Voilà. La deuxième note sculpturelle, c'est à propos de Georges. Il a travaillé pour faire honneur à son grand-père et à son père qui était peintre. Là, on est parmi les pionniers dans la région du Maghreb. Alors j'étais jaloux, moi aussi, je fais l'éloge de mon grand-père, qui s'appelle Saïd Hakim, côté maternel. Ça, c'est le clin d'œil est en trois phases. Ça, c'est les autoportraits de chacun. Ça, c'est comment les deux ont imaginé un Alex. Ça, c'est comment les deux ont imaginé les pastèques, qui sont des symboles aujourd'hui de la Palestine. Et ça, c'est comment les deux dessinaient les pauvres gens, qui s'intéressaient aux pauvres gens. Les uns à gauche sont les pauvres ouvriers égyptiens qui tirent les bateaux, et la seconde image, c'est l'image de la famille qui s'est passée en 1948 en Europe. Voilà. Moi, j'ai fini. Je passe la parole maintenant.